Yvan Duthil, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, membre de la Commission de bioastronomie de l'Union astronomique internationale et du Comité permanent sur la recherche d'intelligence extraterrestre de l'Académie internationale d'astronautique. Je le mentionnais en intro d'émission, il semble que plusieurs scientifiques s'entendent sur le fait que la découverte de vie extraterrestre serait imminente. Êtes-vous de ceux-là? Si on est chanceux, faut comprendre ce qui a changé la partie, bien que c'est encore à moitié aux limites de ce qu'on est capable de faire, c'est le télescope James Webb qui a été lancé il y a quelques années. En théorie, on pourrait peut-être pouvoir prendre des spectres d'atmosphère de planètes. Et si on a un spectre anormal, on pourrait présumer de façon indirecte de détecter de la vie. J'en discutais avec des collègues l'année dernière, puis ils me disaient « Ouais, mais c'est pas mal limite. C'est probablement aller à l'autre génération d'instruments, peut-être dans 10 ou 15 ans, qui va après vraiment spécialiser pour détecter de la vie. Puis la technique, c'est étudier l'atmosphère d'une planète. Parce que les planètes qui n'ont pas de vie dans le système solaire, Vénus, Mars, c'est du gaz carbonique. Ou des grandes planètes comme Jupiter, c'est de l'hydrogène, de l'hélium. Nous, on est anormal, on a de l'oxygène, puis de l'azote. Puis la raison, c'est parce qu'il y a de la vie. Ouais. Parce que si on élimine la vie sur Terre en l'espace de quelques siècles, quelques millénaires, l'oxygène va tout être absorbé par les roches, puis par les océans, puis on va retomber avec une atmosphère de gaz carbonique. Donc, cette anomalie-là, ce serait ça qu'on détecterait. C'est ce qu'on recherche, des anomalies dans l'atmosphère d'une planète. Parce que si j'ai bien compris dans mes lectures, c'est que le télescope James Webb nous a aidés à découvrir des milliers de planètes hors de notre galaxie, là, même. Notre système solaire. Notre système solaire. James Webb n'a pas tellement détecté, mais James Webb, il y a eu plusieurs projets. Il y a des projets où il y a 3 techniques pour détecter les planètes. Un, c'est on mesure le déplacement de l'étoile avec la vitesse, la vélocité. C'est parfait pour les planètes comme Jupiter, mais c'est un petit peu difficile pour les planètes comme la Terre. On ne bouge pas tellement. L'autre technique, qui est détecter beaucoup de planètes de la taille de la Terre un peu plus gros, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. C'est quand la planète passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile baisse un petit peu, couple de parties par million. Alors, c'est un petit peu difficile techniquement, mais on vient, tiens, il y a une planète. Puis l'autre technique qui commence à être utilisable, mais ça marche juste pour les planètes très proches, c'est on va imagerie directe. Puis là, il faut fabriquer un système pour cacher l'étoile. Ça a l'air, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça. Parce qu'une étoile, c'est un facteur 100 millions de fois plus brillant que la planète, comme une planète comme la Terre à côté. Alors, on cache l'étoile, puis on voit la planète. Donc, ces 3 techniques-là nous permettent... C'est pour ça qu'on les voit dans... On est capable de détecter des planètes. Depuis 1995, on détecte des planètes. Puis ça a été un bon test d'humilité, parce que la première planète qu'on a détectée, elle correspondait à aucune des théories de formation des planètes qu'on avait. Et au point où les gens ne pensaient même pas que c'était une planète au début. Et tout ça, maintenant, on sait comment il y a de planètes. On a une idée du nombre de planètes de la taille de la Terre qui se trouve à peu près à la même distance d'une étoile. On a des chiffres qui commencent à faire du sens dans ce domaine-là. Là, ce qu'on ne sait pas, c'est quoi la probabilité que la vie apparaisse quelque part. Est-ce qu'il y aurait une manière dans le spectre d'identifier une civilisation intelligente de juste la vie En au sens animal? théorie, on pourrait, mais là, c'est une autre coche de difficulté. Okay. Pour l'avoir fait, j'ai fait un postdoc ici au Centre de recherche de la Défense, puis on prenait des spectres infrarouges de l'atmosphère, puis dans le fin fond du spectre, à un endroit, on voyait une petite bosse. C'est les fluorocarbones, les CFC qui bouffent la couche d'ozone. On la voyait la signature. Donc, en théorie, si on est des extraterrestres malpropres comme nous autres, on pourrait détecter, en prenant un spectre, là, on s'entend, là, c'est comme plusieurs ordres de grandeur plus difficile que juste détecter de l'oxygène. Ah ouais, il y a de la pollution dans leur atmosphère. On voit que c'est une molécule qui n'a aucune possibilité. On pourrait le détecter comme ça. Mais au premier ordre, là, ce qu'on va détecter, c'est probablement de... Oups, cette planète-là est anormale. Quand on en a quelques dizaines, puis là, à un moment donné, il y en a une, non, mais là, l'atmosphère n'a pas rapport. Puis là, on se regarde, ce qu'on appelle le principe de médiocrité, puis on pense qu'on est comme normal. Là. Ça se peut qu'on soit complètement anormal par rapport même aux planètes où il y a de la vie. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Là. C'est comme le principe de chercher ses clés quand on les a perdues dans la rue. On regarde en dessous des lampadaires parce que c'est là qu'il y a le plus de lumière. Fait là, on se dit, OK, ça, cette planète-là, l'atmosphère est instable chimiquement. On peut faire des modèles. On le voit rapidement, là. Oui, c'est ça. On se dit ça, mais moi, même il y a des scientifiques qui disent, ouais, mais là, t'as peu, là, c'est parce que ça dépend du modèle que tu utilises. Puis si tu oublies un processus biochimique, géologique, comme sur Mars, par exemple, on trouve du méthane. Puis le méthane sur Mars n'a pas de vie. Il est brûlé dans l'atmosphère rapidement à cause des rayons ultraviolets, tout ça. Fait que là, mais ça pourrait être une source de bactéries. Les 2 sources possibles de méthane, des bactéries ou des réactions chimiques.
Puis les gens ils disent, ça ressemble plus. Là, c'est pas évident de distinguer l'un de l'autre. Là, donc, c'est toujours le problème, là, vraiment, là, avant qu'on décide, OK, ça, c'est à moins que ça soit stupéfiamment évident, là, que c'est une planète qui a plein d'oxygène, comme sur la Terre, on ne se posera pas la question. Mais si c'est des traces, ben là, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, il y a des techniques, mais comme sont plus difficiles, ben là, on ne sera peut-être pas capable de les appliquer. J'ai l'impression qu'on cherche des fois justement là, des traces de vie, alors que d'autres fois, comme vous, je le disais tout à l'heure, que vous avez travaillé sur un système de codage pour lancer des messages. Donc, c'est comme si on cherchait plus des formes de vie intelligentes. Comment ça s'articule dans le milieu scientifique? Est-ce qu'on est d'abord à la recherche de vie ou de civilisation? Je vous dirais que 95 ou comme 99% du travail, c'est vraiment l'étude des exoplanètes. Puis dans le but ultime de trouver de la vie éventuellement, puis c'est pas même encore là, c'est pas une grosse partie du monde. La majorité des gens qui regardent les exoplanètes essaient de comprendre comment ils se forment. Comment, statistiquement, ben là, il y a plus de tel type. Donc, on voit du temps éventuellement, on va regarder les atmosphères des exoplanètes. Les gens essaient de trouver, les comprendre. Puis là, si on découvre l'oxygène, on se dit, il y a de la vie sur cette planète-là. Puis ça, c'est quelque chose qui va peut-être arriver d'ici 20-30 ans. Une possibilité. S'il y en a beaucoup dans l'univers, si c'est super rare. Il y a combien de planètes semblables à la Terre? Écoutez, on ne sait pas exactement, là, mais il y a une centaine, 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, mais ton chiffre. Puis il y a un certain pourcentage, c'est peut-être 10%. Donc, des planètes, il y en a des milliards, là, des planètes qui auraient à peu près la même taille que la Terre, à peu près à la même distance. Ça, c'est juste dans notre galaxie. Dans notre galaxie. C'est l'univers, et puis il y en a autant d'étoiles, tant de galaxies dans l'univers que d'étoiles dans notre galaxie. Donc, c'est un travail de moine là, qui peut durer. Oui, bien, c'est ça. C'est un job de plusieurs siècles. Là, mais en science, ça a l'air niaiseux, mais. Il faut être un peu détaché. Oui, mais. Moi, chez les gens, ils ne comprennent pas, mais. Moi, le dernier projet, j'ai fait 20 ans que je n'ai pas fait toucher à rien de spatial, à tout fin pratique. Là. Puis j'ai appris la semaine dernière que le dernier projet de satellite sur lequel j'avais travaillé est rendu en orbite. Et ça fait 20 ans. Puis il va être resté en orbite pendant une dizaine d'années. Fait que, à l'échelle d'un scientifique, tu décides de faire du spatial, tu commences quand tu es jeune parce que tu vas faire ta carrière là-dessus. Moi, le projet James Webb, il a été lancé il y a quelques années, puis il y en a encore pour une bonne décennie en orbite. Moi, j'ai travaillé dessus quand j'étais étudiant, en 97. Ça a pris 20 ans pour le préparer. Donc, quand on dit que c'est un projet de plusieurs siècles, ça a l'air épeurant, là, mais les cathédrales, ça a pris plusieurs siècles. Mais c'est progressivement. On ne le fait pas. On a des étapes intermédiaires de réalisation. Puis comme pour chercher les extraterrestres, c'est un projet à long terme. J'avais étudié en cégep, j'ai fait le calcul. Il faut faire ça pendant 2000 ans là, pour commencer à avoir des... Parce que c'est une question de... de la vie là, sur Terre, il y en a eu pendant 3 milliards d'années au moins. De la technologie, il y en a depuis 50 ans à peu près. 50, 60 ans. Fait qu'il faut que ton volume d'univers que tu t'explores est beaucoup plus grand, puis avec une sensibilité qu'on va commencer à avoir. Il y a un grand projet de radiotélescope qui s'appelle le Square Kilometre Array. Le Canada est partenaire là-dedans. Il est sur 2 continents. Il y a un bout qui est en Afrique du Sud, l'autre bout est en Australie. Puis, on va avoir de la sensibilité pour détecter... Est-ce qu'ils vont, je ne comprends pas, les 2 bouts, ils vont se réunir? En fait, ils ont séparé les fréquences pour des raisons de... En Australie, il y a moins dans certains domaines de fréquences, il y a moins de pollution radio qu'en Afrique du Sud parce qu'ils ont mis ça au milieu d'un désert. Là, fait qu'il n'y a absolument rien là. Mais même en Afrique du Sud aussi. Mais c'est que l'idée, c'est de brancher des centaines, des milliers d'antennes ensemble pour avoir de la surface collectrice, pour avoir de la sensibilité. Et on atteint les seuils de sensibilité que s'il y a des postes de TV sur Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, on pourrait les détecter. On ne pourrait pas écouter la TV, mais on pourrait moins savoir quelles émissions. Puis ça, c'est les postes de TV, mais ce qui fait le plus de bruit, à part les radars qui servent à détecter les missiles balistiques, là, qui sont vraiment super puissants, c'est les radars météo que n'importe quelle civilisation risque d'avoir. C'est comme utile. Donc, on commence à avoir la sensibilité. Les gens qui font de la recherche d'intelligence extraterrestre, en privé, là, ils vont vous dire on s'attend que ça soit un peu comme nous on a fait, c'est d'envoyer des signaux ciblés ou certaines activités scientifiques particulières qui sont particulièrement intenses. Mais quand même, on pourrait... Là, l'idéalement, c'est commencer à trouver une planète où il y a de la vie. Puis là, on augmente nos chances de peut-être facteur 100 de trouver une civilisation. Puis après ça, on va
essayer de détecter s'il y a de la technologie sur cette planète-là. Sarah? Mais est-ce que ça me semble impossible de communiquer avec une civilisation extraterrestre, étant donné les distances, le temps que le signal soit rendu, le temps qu'il nous revienne? De quelle manière vous percevez ça quand vous envoyez un signal? C'est quoi une communication qui va être asynchrone. Fait que ça, on s'est entendu. Okay. Fait que c'est plus comme... je veux dire, c'est plus comme des feuillets publicitaires qu'on... Mais tu sais, on l'a, mais juste dans un sens. Quand on lit des livres qui ont été écrits il y a 3 000, 4 000 ans, on lit Gilgamesh, par exemple, c'est un des plus vieux livres. Ben, c'est une communication du passé vers le... C'est un peu unidirectionnel. C'est pas bidirectionnel, mais bon, c'est unidirectionnel, mais c'est quand même une communication. Fait que là, il y a d'autres difficultés. Là, entre humains, on se comprend quand même parce qu'on a... Le problème avec tous les symboles puis les signes, c'est que ça prend un contexte. Je suis membre d'un groupe de recherche en sciences forensiques, puis c'est qu'une anomalie a un sens dans un contexte. Une tache de sang, c'est une scène de crime, ça a un sens parce que c'est sur une scène de crime. Tache de sang dans une boucherie, c'est pas la même signification, même si c'est la même tache de sang. Donc, ça, c'est la difficulté qu'on a, parce qu'entre nous, entre humains, on vit tous une expérience commune, même les deux humains, on voit par les explorateurs, ils arrivent à un autre endroit, tu sais, je veux manger, je fais ça, puis les gens comprennent le sens, mais tu peux pas faire ça avec un extraterrestre. Mais ça, moi, comment vous êtes arrivé à déterminer que OK, les messages qu'on envoie, ça va être avec ces codes-là? Bien, en fait, on ne sait pas grand-chose des extraterrestres, en fait. On sait juste une affaire, c'est qu'il a fallu qu'ils fabriquent un radiotélescope pour attraper nos signaux radio. C'est une supposition. Ben non, mais s'ils n'ont pas de radiotélescope, ils ne peuvent pas recevoir le signal radio. Fait que c'est juste les extraterrestres qui font des radiotélescopes avec qui on peut parler. Je comprends. Fait que ça se peut qu'il y ait des extraterrestres sur... moi, j'ai toujours dit l'exemple, sur Europe, une des lunes de Jupiter, il y a des océans en dessous de la glace. Puis là, il y a une civilisation de baleines géantes ou de calmars géants sont 10 milliards d'individus, mais eux autres, ils n'ont pas de technologie parce qu'ils vivent dans l'eau, fait qu'ils ont des champs, puis toutes des légendes, puis des affaires qui pourraient être bien intéressantes pour nous, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec eux autres parce que même, ils ne font pas de radiotélescope. Fait que c'est un peu ça. Donc, c'est juste les extraterrestres qui font avec des radiotélescopes qu'on va pouvoir parler. C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer. Oui. Même puis, je veux dire, même c'est encore plus complexe. Oui, c'est en bas de ça en termes de probabilité, mais en fait, c'est ça. On se dit, OK, il y a un extraterrestre là-bas qui fait des radiotélescopes, puis il est probablement intéressé à communiquer avec d'autres civilisations parce que pour lui, c'est pas un signal. Ah, tiens, il a reçu un signal radio, comme, mettons que c'est un opérateur de radar, puis il reçoit un signal, puis c'est des parasites, puis vidange, là, c'est une option aussi. Fait que ça prend quelqu'un à l'autre bout, ah, tiens, hey, c'est pas normal, ça. On a des raisons de penser, étant donné qu'eux aussi ont des étoiles, ils vont développer les mathématiques, ils vont développer, ils vivent dans le même univers, donc est-ce qu'ils auraient tendance à développer les mêmes choses que nous, finalement, parce qu'il n'y aurait pas le choix de faire de l'astronomie pour comprendre? Nous, on a une évolution technologique on ne sait pas encore, c'est peut-être totalement normal. Il y a des civilisations qui ne l'ont pas développé sur Terre. Là. Il y a certains trucs comme l'astronomie, c'est assez universel. Pour une raison bête et méchante de survie, là, c'est que le passage du temps dans des environnements où il y a du climat, là, on s'entend que quand tu vis sur l'équateur, c'est pas un gros stress, à moins pour la navigation. Vont développer une culture astronomique. Les Iroquois ici, ils cultivaient du maïs, puis c'était super important de savoir à quel moment de l'année le planter. S'il y a un petit redout printanier, puis tu te fais avoir, puis tu sèmes tes graines tôt, ils vont geler, puis là, tu vas mourir de faim à l'automne. Fait qu'à un moment donné, donc ça, on sait ça. Fait qu'il y a toujours des développements technologiques, sauf dans certaines sociétés un peu, pour toutes sortes de raisons, qui avaient des difficultés territoriales. Fait que la technologie, depuis 3 000, 4 000 ans, se développe. Fait qu'on a tendance à croire qu'ils vont développer. Il y a un intérêt à développer de l'astronomie, je ne sais pas, par la curiosité, nous, on est comme ça. Peut-être que c'est pas naturel dans l'univers d'avoir des créatures qui se posent des questions sur la nature du monde. Là. Peut-être qu'on trouve ça bien naturel parce que pour nous autres, ça l'est, mais peut-être les autres. C'est Teilhard de Chardin, il disait que ce qui distingue les humains du reste de la congrégation, c'est ils veulent connaître la nature du monde, la place des hommes. Donc, nous, on s'intéresse à des trucs qui n'ont aucune utilité pratique. Là, je veux dire, Mais dans le milieu des astrophysiciens, est-ce que c'est comme marginal de s'intéresser aux extraterrestres ou c'est assez répandu? Bien, je vous dirais, à peu près tout le monde s'intéresse à ça. Ceux qui en font de la recherche, c'est un tout petit groupe. Là. C'est moins...
peut-être 1 de... Puis, tu sais, la plupart, il y en a qui font juste ça à temps partiel. Là, tu sais, c'est des spécialistes des exoplanètes qui s'intéressent ou des radioastronomes qui... moi, je fais de la radioastronomie, puis j'ai un Y sur mon radiotélescope qui nourrit une machine. Tu sais, c'est souvent comme ça, parce que c'est... Puis il y a quand même, des fois, des intérêts techniques, puis des intérêts... les technologies, ce qu'on appelle des... à double usage, là. Fait que, tu sais, puis on se dit aussi qu'on risque de trouver des choses. Indépendamment, en histoire des sciences, puis des raisons théoriques, quand on améliore ce qu'on appelle le volume là, des cas d'exploration, on risque de trouver des affaires. L'astrophysique, c'est le discours qu'on dit tout le temps quand on a besoin de plus gros télescopes, de meilleurs instruments. On va agrandir l'espace. C'est comme ça qu'on a découvert la première planète. On avait cherché pendant des années, puis c'est des gens qui étudiaient des étoiles doubles qui l'ont trouvé. Puis, parce qu'il y avait des appareils plus sensibles, puis ils en faisaient des quantités industrielles. Ils ont tombé sur la première planète 51 Pégasi. Ils ne cherchaient pas des planètes. C'est devenu des spécialistes des planètes après ça. Comme je disais, les gens, ils changent de domaine. Mais c'est vraiment une question en cherchant, moi, je travaille sur les exoplanètes. Tout le monde qui travaille sur les exoplanètes s'intéresse à ce qu'on appelle essayer de trouver c'est quoi la stabilité. Il faudrait qu'une condition que l'atmosphère soit stable, qu'on puisse avoir une planète qui pourrait abriter de la vie. Puis les gens... Puis c'est rattaché aux géophysiciens qui étudient l'histoire de la Terre, aux paléontologues. C'est très, très, très multidisciplinaire. Des conférences d'astrobiologie du monde de tous les domaines. La partie qui s'occupe évidemment de recherche et d'intelligence extraterrestre, c'est beaucoup plus petit que toute l'astrobiologie. Puis ceux qui font des messages, on n'est pas beaucoup. Même dans ceux qui cherchent les extraterrestres, c'est une toute petite gang. C'est vraiment un petit bout. Ça passe très vite, Yvan. Il reste à peine quelques minutes. Je sais que vous avez beaucoup milité comme astrophysicien contre la pollution lumineuse. Dites-moi, pourquoi c'est important pour vous que les gens puissent voir le ciel? Ça fait partie de notre héritage commun, comme humain. C'est triste. Il y a quelque chose de formidable. À nuit, pas de lune, dans un ciel noir. On voit la Voie lactée, on voit l'immensité de l'univers, puis notre petitesse par rapport à ça. Dans les ciels voilés, qu'on est en ville, on a 4 étoiles, puis c'est-tu un avion, on n'a pas ce sentiment-là de... Moi, je l'ai vécu au Mont-Mégantic. C'est toujours la même émotion qui naît quand les conditions parfaites d'observation. Moi, j'observais des galaxies, donc j'avais juste des nuits, pas de lune. C'était merveilleux pour ça. Mais c'est extraordinaire, là, cette espèce de... Il y a des étoiles, là, on ne peut pas les compter tellement il y en a. La noirceur, mais en même temps, il y a une lumière. Malgré tout, nos yeux voient encore la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est une expérience... Puis ça, tous les humains de tous les temps, avant qu'il y ait de la pollution lumineuse, l'ont partagé. Là. Donc, c'est quelque chose... C'est quelque chose vraiment qui risque de manquer à l'humanité, indépendamment de l'impact sur l'astronomie, qui est vraiment dramatique. Là. Monsieur Duthil, astrophysicien, vous êtes aussi l'auteur d'un récit romanesque et historique en 2 tomes intitulé « Nuque flash à la Macasa » qui paraîtra dans les prochains mois aux éditions Crescendo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. La discussion continue, alors gênez-vous pas pour prendre la parole, pour nous éclairer aussi de votre science. Nous éclairer. Oui, c'est ça. On continue la discussion sur les extraterrestres dans quelques instants.